je suis, Luc Côté, je suis l'auteur et le découvreur de la théorie qu'on a appelée, OVNI la piste du fer. Et donc, j'ai écrit 3 livres déjà, écrit, plusieurs articles, des conférences. J'ai enregistré aussi des vidéos avec, des vidéastes, sur ce sujet-là. Malheureusement, aujourd'hui, je constate que, ces vidéos sont toutes, monétisées et que donc, pour avoir accès en vidéo à ce qu'est cette théorie, j'ai décidé moi, oui, d'en faire, une série, de vidéos, qui va en parler et qui va la présenter, de manière, totalement libre, voilà. Donc, heu, cette théorie, heu, elle étudie 4 phénomènes. Heu, le premier, c'est le sujet des ovnis et d'ailleurs elle vient de là. Et pourquoi ce sujet des ovnis est-il, si important aujourd'hui? On a des nouvelles, des États-Unis, où ce sujet commence à être débattu de manière tout à fait ouverte. Eh bien, c'est parce que, ça a toujours été un sujet de réflexion et de dans un premier temps de contemplation, de recherche, peut-être pas encore, même si ça commence à évoluer. C'est mon cas. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dessus. Et j'ai été aussi en partie, à un moment donné, enquêteur, sur le sujet, mais je me consacre aujourd'hui qu'à la recherche. Voilà, ce qui me paraît être le plus intéressant parce que quand je suis arrivé sur le sujet, il y avait beaucoup de données déjà, c'est comme il y a encore aujourd'hui, hein, 70 ans de données, mais peu de chercheurs et la théorie était considérée comme, malvenue, sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de théories qui ne sont pas vraiment fondées, qui ne sont pas vraiment établies, voilà. Et moi je me suis toujours dit, avec toute cette matière première que sont toutes ces données accumulées, il y a certainement beaucoup à faire. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé et je vais vous raconter cette histoire et comment cette, théorie est arrivée. Alors le phénomène OVNI, il est important bien sûr et puis surtout énigmatique. Alors qu'en disent, les statistiques officielles? Les statistiques officielles et la presse les relaient, heu, une version très édulcorée, du sujet, puisqu'on apprend que 3 des phénomènes seraient, non expliqués. Alors 3, ça veut dire en gros que 97 est expliqué, ce qui ne correspond pas à la réalité des statistiques. Voilà. Quand on regarde les statistiques officielles du GEPAN, comme, je vous les montre là, on a 4 catégories, après, relevées donc, allez, sur 100 cas, on va dire. On a, une catégorie A, une catégorie B, une C, une D. La catégorie A correspond aux phénomènes parfaitement identifiés. Ça représente 23 des cas. Une catégorie B qui représente 40, C 33 et D 3,3 %. Alors ce sont ceux-là les 3,3 dont parlent tout le temps les médias et dont parlent certains qui font des rapports sur les ovnis en avançant, et ils ont aussi raison, hein, que c'est un vrai sujet. Mais quand on avance ce pourcentage si faible, le problème c'est que le commun des mortels, lui, s'imagine que 3 c'est une marge d'erreur et que quand on fait des recherches ou des statistiques, 3 ça représente pas grand-chose et que quand on dit 3 d'inexpliqués, on dit 97 d'expliqués, mais ce qui est pas vrai. Parce que sur les statistiques officielles, on n'a que la case A qui représente 23 des cas, qui explicitement dit: «Phénomène parfaitement identifié». Tout le reste ne l'est pas. La catégorie B est une, catégorie qui représente 40 des cas, dit: «Phénomène probablement identifié». Probablement ne veut pas dire, avec certitude et dans ces domaines-là, c'est très compliqué d'avoir les certitudes. J'en parle en connaissance de cause puisque j'étais enquêteur aussi et je peux vous dire que c'est de nombreuses reprises. D'abord, il y a un débat
entre enquêteurs de terrain et puis instance officielle, à savoir où classer tel ou tel cas, parce qu'on avait des cas, moi j'avais des cas où on ne savait pas quoi en faire, hein. Il n'y a pas assez de données. Alors est-ce que c'est... euh, c'était très complexe et puis c'était un peu des discussions de marchands de tapis, hein. Donc quand on regarde les statistiques qui, à mon avis, correspondent à peu près à ce qui se passe, on a 40% donc classe B de phénomènes probablement identifiés mais qui ne sont pas vraiment identifiés. On a une classe C avec 33% des cas qui, elle, dit non, alors là, on ne sait pas, par manque de données. Donc c'est un peu une catégorie un peu poubelle, hein. On dit les cas dont on ne sait que faire. Et seulement les fameux 3% dont tout le monde se gargarise, ce sont les cas non expliqués après enquête, c'est-à-dire avec des données. Donc en fait, en réalité, nous avons ce qui correspond aux statistiques, ce serait de dire nous identifions 23% des cas et nous ignorons 80% des cas, dont 40% nous estimons qu'ils pourraient être identifiés. 33% dont on ne peut rien faire à cause du manque de données, et 3%, oui, qui sont non expliqués, mais parce qu'on a des données. Donc ça n'est pas 3% contre 97%, c'est 20% contre 80% d'inexpliqués. Ce qui là, à ce moment-là, change tout et change le panorama global, mais qui est inquiétant, parce que effectivement, comment accepter que pratiquement 100%, 80 on est très proche, des événements ne soient pas identifiés, tout simplement parce que euh, les données que l'on a pour déterminer si un cas est bon ou si c'est une méprise sont extrêmement faible, et puis c'est basé sur le témoignage humain. Donc ça, c'est le premier phénomène. Euh, OVNI, compliqué à comprendre. Et puis, parallèlement à ces ovnis, on avait on a aussi, on l'a vu d'après certaines vidéos, même encore aujourd'hui, des OSNI ou OANI, ça dépend un peu, il y a plusieurs appellations, de même que pour les ovnis, on peut les appeler PAN, on peut les appeler, enfin il y a eu des tonnes d'appellations. Tout ça pour éviter, je pense qu'on est passé de OVNI à PAN pour éviter de faire le parallèle entre OVNI et engin extraterrestre. Mais un OVNI, c'est un objet volant non identifié. Donc voilà, objet. Après, on peut dire, est-ce que ce sont des objets et phénomènes? On a préféré passer au phénomène, mais tant pis. Alors, nous avons donc les ovnis, une grosse partie de signalement sur les engins, des choses qu'on ne connaît pas. Des choses sous l'eau, qu'on appelle OANI ou OSNI. Et là, ils sont localisés à certains endroits, au large de la Californie. Ça engendre des rencontres problématiques avec l'US Navy, par exemple, récemment, on a vu. Et puis, il y a deux autres domaines qui sont un peu l'objet d'interrogation. C'est celui des crop circles, sur lequel j'ai un peu travaillé quand même. Pas tous, bien sûr, mais il y a une partie d'entre eux qui sont qu'on ne comprend pas, notamment un exemple parmi d'autres, hein. Vous avez celui-là qui s'appelle, que je vous montre là, de la série des Julia 7. Julia étant un système de théorie fractale, et donc on l'a assimilé cela à ça, à une théorie fractale, aux lois fractales. Et le Julia 7, celui-là, est apparu en plein après-midi, pendant environ une quarantaine de minutes, et il représente 405 cercles, c'est énorme, hein, sur à peu près une surface, sur une envergure de 300 mètres. Donc c'est quelque chose d'immense. Et il est impossible qu'une équipe d'humains ait pu réaliser ça avec des planches. Parce qu'on sait qu'il y a une partie des crop circles, parce que certains se sont lancés dans une espèce de dialogue. Ils ont bien compris qu'il y avait une partie qui arrivait dans le Cézou, et ils se sont dit, nous, on va dialoguer avec eux, on va faire la même chose, et puis on va essayer de communiquer entre nous. Bon, ce qui n'a pas donné grand-chose pour l'instant. Il faut savoir que ces crop circles, la plupart de ceux dont on parle, les plus énigmatiques, surviennent dans le sud de l'Angleterre, 80% notamment dans un des comtés qui s'appelle le Wiltshire. Alors le Wiltshire, évidemment, c'est là où on trouve certains sites archéologiques anciens. Et évidemment, on a fait le lien, etc. Bon, je tiens donc ce sujet des crop circles comme étant un vrai sujet,
comme celui des ovnis. Et donc, on a déjà, et celui des ovnis sous-marins aussi, mais on le verra. Et puis un dernier chapitre qui s'appelle celui des mutilations anormales d'animaux, qu'on a vu fleurir beaucoup aux États-Unis avec des grandes vagues de mutilations sur des grands troupeaux de bovins, qui s'est étendu aussi en France. En été, par exemple, on a des mutilations de chevaux. Et alors, évidemment, que la grande, la grande, la grande découverte que j'ai faite, c'est qu'en fait, tout ça est lié ensemble. Euh, et que malheureusement, ils ont été étudiés de manière séparée par l'ensemble, c'est-à-dire que ceux qui s'occupent des crop circles ne veulent pas entendre parler des théories sur les ovnis. Ceux qui parlent des mutations animales évoquent souvent des histoires d'ovnis, hein, mais bon, sans comprendre vraiment la problématique de ces mutilations et pourquoi elles arrivent, et donc à quel moment elles arrivent. Tout ça est important, et vous verrez que petit à petit, vous allez comprendre, je pense, que l'interconnexion de tous ces événements, de ces différentes vagues, pourquoi il y a des vagues, etc. Parce que la grande question était de savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas dans tout cela, tous ces événements, une particule? Est-ce qu'il n'y aurait pas une signature commune? Est-ce qu'il n'y aurait pas une piste à explorer entre tous ces événements? Eh bien, si, justement. Et cette piste, elle s'appelle la piste du fer. Et après ce premier chapitre plus court, que j'ai appelé le brouillard des phénomènes, parce que le brouillard des phénomènes, évidemment, nous arrivons sur un domaine comme ça, un peu inconnu, 4 domaines en fait, boudés par la science, en main actuellement par des gens qui n'ont pas toujours une formation scientifique, qui n'appliquent pas la méthode scientifique. Et qu'est-ce que la méthode scientifique? Il ne suffit pas d'être diplômé en sciences pour appliquer la méthode scientifique, parce que j'ai vu beaucoup de théories fantaisistes ne reposant sur rien, émaner de gens qui avaient des formations scientifiques. La méthode scientifique, elle est simple. Elle dit, il ne faut pas se fier à ce qui paraît être, déjà, et d'une. Il semblerait que, parce que moi, au début, la première phase de ma théorie, qui a émergé, moi je n'ai fait que suivre les événements, les éléments. Et on m'a dit, oh, c'est ton truc là. Bon. J'ai senti on me disait, il semblerait que non, le fer, non. Oui, mais il semblerait que la Terre soit plate, hein, alors qu'elle est ronde. Il semblerait que le temps soit fixe alors qu'il ne l'est pas. Il semblerait des tas de choses. Et la science nous dit quoi? Il ne faut pas se fier à ce qui semble être. Il faut chercher ce qui est. Il n'a rien à voir avec ce qui semble être. Et quand certains ont parlé de ma théorie, sans regarder les éléments que je démontrais, ils ne sont pas dans la science. Alors la science, c'est quoi aussi? C'est une méthode. Ça consiste à prendre les éléments, mais pas n'importe lesquels. Il faut prendre les éléments représentatifs. Je prends l'exemple, j'en avais parlé dans mon dernier livre. Si par exemple, je veux vous parler des poissons, on parle des poissons. Bon, je me mets au bord de l'eau, je ne connais pas les poissons. Et je vois des poissons volants sortir de l'eau. Et je vais tout de suite prendre cet exemple-là de poissons volants et et aller faire toute une théorie en disant les poissons volent. Voilà. Les poissons peut-être font des nids dans les arbres. Et j'ai développé ça sur ce que j'aurais vu. Et on pourra dire, je m'appuie sur des éléments. Oui, mon ami, tu t'appuies sur des éléments. Mais lesquels? Ils ne sont pas représentatifs des poissons. Parce que si tu t'étais soucié de la représentativité de tes éléments, c'est-à-dire les poissons, ce qu'ils ont en commun, ce sont des branchies, c'est de filtrer l'oxygène de l'eau, etc. Là, tu pourrais dire les poissons ça, parce que c'est l'ensemble des poissons qui ont ça. Si tu ne prends qu'un petit détail, un petit exemple, tu ne feras pas comprendre ce que sont les poissons. Dans la théorie que j'ai développée, que je développe toujours, puisqu'en fin de compte, ce qui est surprenant, c'est qu'elle continue à se développer, à se préciser, à s'affiner, avec toujours les mêmes éléments du début. Toujours le même constat qui venait du phénomène OVNI déjà. Et dont je vous parlerai dans le prochain épisode. Le prochain épisode va s'occuper
du sujet OVNI-OSNI. Je vais le faire en plusieurs épisodes. Le prochain sera OVNI-OSNI. Après, on va parler des crop circles, chapitre, l'un après l'autre, où je vais vous expliquer sur quoi repose toute l'analyse complète de tous les phénomènes entre eux, et notamment du premier, qui est le plus important, puisque je venais de là, moi, à la base, je venais du sujet OVNI, hein, pas ni des crop circles, ni des mutilations de bêta, etc. Tout ça est arrivé par la suite. Pourquoi? Parce que tout à coup, j'ai fait une énorme découverte, je pense que c'est le cas, et que moi, mon analyse, elle est statistiquement représentative. C'est-à-dire que quand je parle, quand on va parler la prochaine fois, vous allez voir que le sujet de combien de cas je parle, mon analyse, moi, elle se base sur 80% du phénomène. Parce qu'elle reprend les vagues de nid, elle va reprendre les hotspots devenus mondiaux, elle va reprendre toutes les masses d'événements qui sont considérables. Je ne vais pas raisonner sur 20 cas, 30 cas, 200 cas. Je vais raisonner sur 10, 20, 30, 50 000, 80% du phénomène, qui a un point commun et qui avait échappé à tout le monde. Et tous ces points communs-là, on va les explorer petit à petit. L'objectif de cette première vidéo, c'était d'abord d'annoncer la série qui va suivre, de me présenter mes livres, de vous dire que de toute façon on va en parler, je vais en parler, et que on va suivre un genre de piste que moi j'avais appelé la piste du fer. Alors pourquoi j'avais appelé ça la piste du fer? Puisqu'au début, quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire avec cette histoire, ce lien était extraordinaire, je suis tombé de ma chaise en me disant mais mon Dieu, là je commence à voir, alors j'avais déjà des grosses masses d'informations, hein. Ça représentait 20-30 000 signalements déjà, rien qu'avec ce que je trouvais, mais j'avais pas cherché longtemps pour trouver ça. Et je me suis dit, mais la planète, s'il faut analyser la planète, mais ça fait un travail de 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Et en fait, c'était un peu plus court. Et puis un peu plus compliqué parfois pour retrouver les informations, mais je les ai trouvées petit à petit. Et j'en trouve encore. J'en trouve encore qui viennent confirmer ce que je prétends. C'est comme ça. Et vous allez donc, grâce à ces vidéos, comprendre simplement de quoi je parle. Et puis quand on vous en parlera, on dira ouais, ben non, j'ai entendu oui me le faire, il y en a partout dans l'univers. Et puis même aussi, ah oui, mais des choses invraisemblables. Bon, mais ben voilà. Et donc la prochaine étape, la prochaine vidéo on va parler plus précisément des ovnis, etc. Et il y a une piste à suivre, c'est la piste du fer. Et je vous donne rendez-vous prochainement.